se trouve que moi j'aime bien raconter des histoires, en fait. Mais raconter des histoires avec des plans fixes. Plutôt que d'écrire des textes narratifs, je préfère écrire des poèmes qui sont eux-mêmes des sortes de plans fixes d'une histoire. Donc je vais vous raconter une histoire à travers une sélection de poèmes extraits de ces différents livres, principalement D'un hiver à un autre et L'éloignement. Mon histoire commence il y a une trentaine d'années, il y a très longtemps en fait, dans une chambre en ville, près d'un pont où passe le chemin de fer, il sera question beaucoup de trains. Et dans cette chambre, il y a un étudiant solitaire qui se morfond en rêvant de grands vents. Il écrit ceci. Vent d'hiver. Ça va bien avec le climat d'aujourd'hui. Il n'entend plus le vent d'hiver. L'homme amolli. Le vent d'hiver ne fouette plus son âme d'homme amolli. Le vent ne le lève plus de la ville où il s'ennuie. Il n'entend plus le vieil appel. Ouh, écoutez, écoutez, écoutez le vieil air, écoutez, il tremble encore en vous, il vibre étouffé, écoutez, il vous déchire, il vous délivre, il vous emporte, écoutez, barbare bâillonné, braillez, braillez, faux loup domestiqué, mordez, mordez, secouez vos mouettes, réveillez vos ours, ouh, écoutez le très vieil appel. Je n'entends pas le vent d'hiver. Je ne peux pas, je suis trop vieux. 3000 ans de torpeur dans la tête. Je suis trop faible et fatigué. Je veux dormir. Je n'entends rien à ce vent trop vivant pour moi. Je dors. Je dors. Je veux dormir. Ouh. Ainsi parlait le vent. Alors, au lieu de vent, dans cette petite chambre de la rue des Émeraudes, où je me souviens n'avoir jamais trouvé d'émeraudes ni de pépites, où je me souviens néanmoins que j'ai quand même une fois connu l'extase, parce qu'un grand coup de vent avait emporté mon écharpe blanche, alors que je passais dans ces trous, je passais tous les jours. Donc dans cette petite chambre de la rue des Émeraudes, ce qu'on entendait surtout, c'était le bruit des trains, surtout la nuit. J'ai appris plus tard que c'était à Lyon et c'était l'endroit le plus bruyant de toute l'agglomération lyonnaise. Train de nuit. La nuit est froide et le ciel artificiel. Toutes les 3 minutes, le même train traverse le pont de fer en face et le silence. Ébranlement de fer, et le verre frémit, et l'acier crisse et crie dans les nerfs de la nuit, toutes les 3 minutes. Écoute, j'écoute, lentement. Le train met un temps fou à s'en aller, à revenir. Écoute, j'écoute. 2 minutes 50 de trêve, ce beau silence mort. Quel soulagement alors, lorsque le train revient. Vibration, vibration. C'est l'orage, la guerre, un tremblement d'asphalte. La ville se fissure sous le vieux pont de fer. La nuit est claire, j'ai peur, j'attends le cri circulaire du train, le crime intermittent. Je pense, des pointillés de fer, l'enfer, et la nuit de coton, et puis, dans moins de 3 minutes, les roues bleues dans ma chair. Ce n'était pas la période la plus heureuse de la vie de l'auteur. Après, ça allait mieux. Et je me souviens que dans la tête, alors, c'était comme une sorte de train à l'arrêt.
sans aucune allusion à la situation des trains en ce moment. Machine froide, machine vaine, ressort rouillé, train à l'arrêt. Tout mot noué, cri rengorgé, muscles bloqués, tout train à l'arrêt. Étant gelé, corps embourbé, désir rongé, train à l'arrêt. Vie aspirée, haine aspirant, fête figée, train et néant. Vie arrêtée, tout point fermé, silence assez, tout mot nié. Grince alors, écrou brisé, les roues serrées, train démarré. Il était temps, en effet, dans cette situation de crispation urbaine, de quitter la ville. Et le train qui démarre m'a emmené d'abord en Bretagne, où j'allais rejoindre l'amie peintre avec laquelle je préparais ce premier livre que nous avons fait avec Marie-Thérèse. Et comme toujours, je griffonnais dans le train des poèmes, des textes, dont par exemple ces haïkus ferroviaires dont on a entendu un petit extrait à l'instant. Voilà quelques exemples de notes prises dans le train. C'est drôle de relire ça des années après parce que le dernier livre qui va apparaître, c'est justement un livre écrit exclusivement dans les trains. Voilà, ça m'a permis de me replonger dans ces textes déjà anciens. Plaine immense, taches vertes, taches brunes, champs ensemencés. La terre respire, son souffle paisible enivre, vaches et corbeaux. Vacarme du train, effrayé, le grand rapace s'enfuit en criant. Cheval au galop voudrait dépasser le train, c'est en vain. D'une ferme l'autre, même tableau, et bientôt les toits bleus. Ciel plus lourd, gouttes grises sur la vitre, crépite. Village, visage, image brouillée, paysage griffé par la pluie. La première mouette, pas même le temps, hélas, de la saluer. D'une gare à l'autre, déchiffrer le nom des villes dans l'eau bleue des flaques. D'une gare à l'autre, aller, glisser, oublier l'idée du voyage. Mais voici la mer, brume un peu plus dense, au bout de la plaine. Puis voici la mer, et le train s'arrête enfin au bout de la plaine. Alors quand j'étais là-bas, en Bretagne, je faisais des provisions de vent. Je ne savais pas encore à quel point j'allais avoir besoin de ces provisions de vent. Je ne savais pas que j'allais vivre si longtemps dans un pays sans vent, en Guyane. Et voici un petit exemple d'un bon coup de vent comme je les aime. À la pointe de Guilbène, ce sont les côtes du nord, enfin les côtes d'Argent. Pour les connaisseurs. Ça souffle pas mal en ce moment. Vent, 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 bourrasque d'écume, embrun, particules, sel et roc, vareilles et aiguilles, branches et coquilles, mousses à la mer, rivages emmêlés, vent, 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 mer et ciel mêlés, le grain et l'embrun, barque retournée, voyez dans sa barque l'humain chaviré, voyez-le danser. Vent, 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 où va le vent, où va la tempête, nord au sud, est en ouest, tourbillon tourbillonnant d'eau et de parfums, odeurs océanes, miel continental, résine et marée, monte la marée autour de Guilbène, rocher submergé, où va la marée? Vent, 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 vent tourbillonnant, tourbillon cosmique, vent gris, vent bleu, vent d'ardoise, de pain et de plumes, vent dans le plumage de l'oiseau totem, vent dans le verre vide de son œil. Vent, 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 vole vers le large, vent, 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 file à l'horizon, à ce point limite où le soleil blanc porte la mer blanche à incandescence. Vent, 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 vent incandescent, venu du soleil pour y retourner. Vent, 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 vent né du soleil, balai tout obstacle pour y retourner. Je me souviens avoir lu ça, on était ensemble à Saint-Brieuc, vous vous souvenez? Quelque temps. Ça sent son mascara, quand même.
J'avais pris ça, voilà, juste pendant le bourrasque, hein, c'était notre prise pendant des moments comme ça de vie. Et je me souviens d'un autre moment où j'étais accroché à un rocher sur l'île de Bréa, au milieu des cormorans, enfin des crocorax, c'est cormorans, des fous, de Bassan, hein. Et je délirais un petit peu avec une certaine exaltation solitaire, venteuse, juvénile. J'étais jeune, je n'avais pas 20 ans. Et j'écrivais ceci. Stance à l'Indien de Bréa. Indien au front rouge, fendu d'océan, la blessure de ton crâne saigne encore. Indien au front bleu, rongé de soleil, le cri noir de tes corbeaux vibre encore. Indien au front large, comme l'horizon, fiché dans ton œil la flèche, horizon. Indien de granit, d'ombre et de lumière, brisé dans tes creux les braises de lumière. Indien de calcaire, d'algues et de marée, poli dans tes mains le verre des marées. Indien de tempête, d'écume et de vent, blanchi dans tes bras le blanc de l'écume. Indien du désordre, indien du désir, lever tes 10 000 verges vers le ciel. Indien de l'essor, indien de l'espace, lâcher les mouettes astrales de ton corps. Indien millénaire, indien planétaire, tous signes tendus ainsi du désir, la voix du désir, la voix du désordre, la voix éternelle, la voix du réel. Indien du réel, indien éternel, indien front blessé, toi, l'indien de pierre. Il y avait cette sorte d'exaltation, voilà, venteuse. Et pourtant, après cela, après ces grands coups de vent, je suis parti m'isoler un certain temps dans un chalet de montagne, en quête de rien, sur les chemins de l'Alpe, dans le couvert des forêts. Pas en paix, vraiment, jamais vraiment calmé non plus, et je constatais avec humilité, tristesse quand même, que mon cœur n'est pas en paix. Et même, au sein de cette forêt impassible et belle, dont le langage me reste obscur. Pourtant, lorsque je reste ainsi terré au pied des arbres, lorsque j'entends le martèlement du pic, le croc-croc du corbeau, ou le vent dans les arbres, quelque chose en moi résonne, quelque chose en moi se tait, et je me reconnais, non dans ces trop grands arbres, trop bien enracinés, mais dans ces jeunes pousses qui tremblent à leurs pieds. Et je reste terré, fruit tombé, jeune pousse, attendant, pressentant, une parole d'arbre. Après cela, je me suis éloigné longtemps, 7 ans, en Guyane. J'ai assisté chez les Amérindiens Wayana à certaines fêtes funèbres. Un petit tour chez les Wayana. Ce poème qui était dédié à une jeune fille morte, suicidée comme beaucoup de Wayana. Mais c'était un moment de douceur. La douceur de ces paroles assourdies, de ces silences sonores, le cercle de ces gouttes pelotonnées dans un repli du fleuve, l'averse de 5 heures qui glisse en secret sur les toits de palme, la caisse claire d'une tôle, ce sable proprement ratissé comme un jardin de pierre, et le cri sans capelle. La beauté de ce lieu comme à l'abri du temps, pour 2 tankers d'essence et 3 paquets de pâtes, ce n'est pas cher payé. Le jeune Aïwen attrape un crapaud trop gros pour la casserole, fugue fluviale,
le parfum des feux rappelle à la vie nomade. Sur le terrain de foot devenu piscine, un concours de coassement. On entend ici, très étrangement, nulle dissonance. Le pire cependant, cela reste ce moment où quelque chose de plus intime en soi tombe et fait silence. C'est ce moment où le silence tombe. Au cœur de ce récit de l'éloignement, soudain le silence. Soudain les convives se taisent à cause de l'un d'eux qui a fondu en larmes. Soudain la voiture dérape, un grand bruit, et la radio continue seule. Soudain ton regard se perd, vers quel bruit, quels ailleurs. Soudain l'air n'arrive plus, la main cherche en vain le signal d'alarme. Soudain les herses de ton visage tombent. La maison sombre, dans la nuit sans lune, toute lampe éteinte. La voix se brise, parce que le fou a compris qu'il se mit le pied. Soudain, le silence. L'histoire s'arrête. C'est le cœur. Le cœur du récit est un chapitre aphone, fait d'ellipses, de non-dits, de souffles défaillants. Systole, sans diastole, c'est le cœur. On tombe dans ses grooves, on s'enferme dans son cachot, on se retire, on se rature. Par les meurtrières, on ne se guette plus. À l'étal du réel, on se sectionne. Au bûcher du rien, on brûle ses os. Aux quatre vents du vide, on disperse ses cendres. Ce passage vide, on va dire ça pudiquement, ouvre pourtant la possibilité d'un chemin neuf et d'un retour heureux grâce à l'acceptation de l'écriture. Je terminerai sur l'éloignement avec deux petits textes, le chemin neuf et la soumission. Le chemin neuf, un poème de naissance. On range, on reprise, on s'affaire, on arpente la grève, on engrange de pleines moissons d'images. On suit le chemin par 1000 générations tracées, le vieux chemin si banal qu'on est pourtant seul à suivre, car jamais personne n'a vu l'arbre que je vois au moment où je le vois, car personne n'a attendu la naissance de cet enfant, et la mort pareillement, quelque part en embuscade, sera pour moi seul. On suit ce chemin, sans retour, sans demi-tour, à l'unique sortie sans gloire, et au sens unique, qui recèle cependant un sens caché que les sens, parfois, nous révèlent, et d'où monte une ferveur qui fait redresser la tête, réparer, ranger, s'affairer, et aller d'un pas plus vif le long de ce chemin neuf. Fin de cet éloignement avec un texte intitulé La soumission, dédié à Baïgodé. La citation de départ, ça vient de Michel Gers. Je suis assis à mon bureau, le torse nu, tel une sorte de fakir. Papier froissé du rouge-queue, tic-tac de l'horloge, silence. Entre l'aigle et la page, le fil invisible d'une araignée céleste. La maison, vue depuis les crêtes, un point minuscule. Papier froissé sur le poirier, dans la corbeille. Au fait de l'arbre, le rouge-queue n'ignore plus que nous sommes voisins. Finalement, il n'y a rien d'autre à faire que de lisser sa plume en entonnant un air brouillon. Papier froissé. Parler sans parler, écrire sans écrire, voir sans regarder.
Être là intensément, désespérément là. Un rien rayonnant, un petit rien du tout résonnant. Un petit rien du grand tout raturant, se biffant, éclatant, se dissolvant dans l'aigle et le ciel. Froisse, plie et déplie, délire, déploie, entre dans la danse sans spectateur, le spectacle sans spectateur. Le voyage sans voyageur, au pays sans nom, allant et venant, Des années durant, et discuter, tenter de biaiser avec ce beau désir de dire. Au miroir du poète, la peur a volé en éclats, laissant apparaître le diamant de mon désir. Dès lors, je ne puis qu'assumer au mieux et plume à la main mon écrivanité. J'écris donc, comme le chat ronronne quand il a mal, quand il est content. J'écris sous la dictée, vite et sans effort, à l'écoute de ce qui est moi, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est plus vaste, de ce qui est. J'écris, je ne crains plus d'être interrompu, car l'écriture n'est plus mon théâtre. Et si elle le redevient, l'interruption jette pas le masque. Si le monde ou l'enfant rouvre ma porte, qu'il soit le bienvenu. Comme l'oiseau, même posé, reste un oiseau. L'écriture hors l'envol du moment où j'écris est ma demeure. Habiter, c'est sur cette page, voir comme tout vibre, comme tout est mouvant, comme tout mouvement de lui-même se libère, comme danse les cieux. Tout ici s'embrase et consume le charbon des mots. Cerné par la nuit, la pièce où j'écris flamboie visible décrite. Cette pièce, ce crâne, cette page, tout brûle. Et on avance ainsi, sans nul chemin. Ça s'ouvre et se ferme. C'est le chant, le cœur battant, la sève et le sang, le verbe et la vie, réunis. Puis ce sentiment même, comme un limon se dépose, et c'est sans amertume que le texte s'arrête, ne laissant à l'eau que la certitude d'une vie réconciliée dans la soumission. Écrire, c'est se soumettre à ce qui est, rester fidèle à cet élan de ce qui est vers ce qui est, prosternation plutôt que protestation. Je suis assis à mon bureau, le torse nu, tel une sorte de fakir. C'est ici que le voyage commence et s'achève. Et pour terminer tout à fait, je voulais juste lire la première page du livre qui paraît lundi, qui est donc un livre de train, et qui commence justement par un trajet vers Dijon. Voilà ce que j'écrivais avant de prendre le train pour Dijon, première page de ce livre. Anonyme, redevenu anonyme, sur un quai de gare anonyme, comme les herbes folles en été, entre les rails anonymes, comme le convoi de troncs coupés qui entre en gare et le parfum d'une senteur de résine, anonyme comme une gare de campagne, comme un lambeau d'écorce, un parfum de forêt, ou un train qui s'en va, anonyme, redevenu anonyme. Merci infiniment pour votre écoute.